C'est un boulet pour nous, ça nous tue en fait, cette double journée. On nous a dit que maintenant les femmes avaient la chance de pouvoir avoir un emploi, que c'est ça qu'il fallait faire, que c'était par là que passait l'émancipation. Mais on ne nous a pas aidés à partager le reste en fait. Et du coup on se retrouve à faire ce que faisaient nos grands-mères et nos mères, plus notre journée de travail salariée. Notre vie est impossible. Alors du coup, on essaye plein de trucs. On fait du yoga, on va chez des psys, on prend des antidépresseurs, on fait du sport. Il y a des tas de spécialistes en hog qui nous prennent notre argent pour nous aider à vivre avec ça, alors que ça n'est pas normal. Il n'est pas intrinsèque à notre nature de femme. Il est créé par un environnement qui nous pénalise. Tant qu'on aura cette double responsabilité et qu'elle ne sera pas partagée, on sera toujours derrière. Et c'est pas parce qu'on est moins doué, c'est juste parce qu'on part avec un handicap à la base. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 4, Papa où t'es ? C'est mieux la trottinette pour attraper les pigeons. Non, je veux le vélo. D'accord, on va prendre le vélo. Est-ce que tu veux mettre tes petits gants ? Mais c'est quoi cette histoire, Martin ? Oui, c'est le bazar, Comment là. ça se fait que c'est le bazar ? Depuis 2 ans, je suis maman d'un petit garçon. C'est Martha. Oui, il faudra tout ranger. Je venais à peine de découvrir le féminisme lorsque j'ai su que nous allions devenir Il n'y a parents. plus rien à décrocher là. Mon féminisme est donc étroitement lié à ma maternité, car c'est peut-être en devenant mère que j'ai le plus souffert des inégalités de genre. C'est pas l'heure de dormir. Parce qu'alors que nous étions un couple qui aspirait à devenir des parents égaux, les statistiques sur l'inégale répartition des tâches domestiques nous ont rattrapés. Parce que je me suis sentie responsable en priorité du bébé. Parce qu'à chaque Noël, je découvre avec stupéfaction les rayons de jouets, roses avec des landaux pour les filles, bleus avec des déguisements d'astronautes pour les garçons. Je me suis demandé comment nous pouvions encore en être là. Pourquoi la maternité et la paternité étaient toujours marquées par autant d'inégalités. En route, monsieur. J'ai voulu commencer par interroger ce qui se passe dans les premiers mois de la vie de l'enfant, avec l'histoire d'Amandine, maman depuis 2 ans. Romane née à 4h58 le 30 septembre 2015. On me dit tendez les bras et on m'aide à le poser sur moi, on lui met des couvertures et c'était très émouvant. Et on m'a amenée donc dans notre chambre, on est allés tous les 3 dans notre chambre. Moi j'avais choisi cette maternité pour différentes raisons et une raison importante c'était que le papa puisse être présent la nuit. Je voulais surtout pas me retrouver toute seule, je voulais qu'on soit le plus possible à égalité. Et on a passé plein de moments à être dans la chambre avec notre enfant dans les bras, à regarder notre enfant dormir sur nous, à l'observer dans le berceau. En fait, on était beaucoup dans la joie et dans l'enthousiasme. On nous a montré les soins ensemble, on était tous les 2. Et d'ailleurs, je me souviens, quand on est rentré à la maison, l'avoir regardé changer Romane et m'être dit « Ah, je suis contente qu'on ait appris ça ensemble, qu'on soit au même niveau de responsabilité. » Oui. Tu veux faire un pont ? Ensuite, ça s'est vite cassé la figure. Le lendemain même du retour de la maternité, mon conjoint a repris son activité professionnelle. On lui a proposé un projet qui a à peu près duré 3 mois et qu'il a aspiré. Il était absent du lundi au dimanche de 7h à 23h. Pour moi, ça a été vraiment très très violent d'être si seule, avec un nourrisson, avec des points de suture au niveau du vagin, des saignements qui durent des jours et des jours, des difficultés d'allaitement, des douleurs, des muscles complètement laxes. Je me souviens que mon fils, toutes les 15 minutes, me sollicitait. Enfin, c'est une sorte d'état d'urgence permanent. Je voulais répondre à ses appels. Enfin, je me suis toujours intéressée à lui avec bonheur, mais le faire seul, de jour comme de nuit, c'était épuisant. C'était moi qui étais sans arrêt avec notre fils. Moi qui me levais tout le temps. Rien n'était partagé.
Il y a vraiment un fossé entre nous qui s'est instauré et où moi, mon taf intense, c'était le bébé et son boulot intense à lui, c'était l'activité professionnelle. Sauf que moi, à aucun moment, j'ai eu le choix. Tout à coup, je suis devenue une mère à 300% alors que j'avais fait un projet d'enfant avec mon conjoint. Les professionnels s'adressaient systématiquement à moi. C'était moi qui avait des recommandations de lecture, qui lisait. C'est moi qui ai reçu un carnet de maternité, je crois. Je me sentais piégée, mal. J'étais tellement épuisée que j'avais des flashs de violence sur mon enfant, des images violentes qui me venaient. Je crois qu'une des premières images que j'ai eues, c'était m'imaginer le laisser dans la rue et partir. Je voyais les couteaux dans la cuisine, ça me faisait peur, comme si tout était dangereux et comme si moi je pouvais être quelqu'un qui le mette en danger. J'ai même été voir mon médecin généraliste qui m'a prescrit des anxiolytiques. Enfin, on en est venu là, quoi, avec l'épuisement. Enfin, les médecins disent que j'ai probablement eu une dépression postpartum. Bon, oui, peut-être en partie, mais je pense que ça a été fortement accentué par mon isolement et mon épuisement. Et mon isolement et mon épuisement sont liés à la façon dont la société organise ou choisit de ne pas organiser le postpartum et ce qu'elle appelle le congé de maternité. Oui, je sais. Le bébé riait aux cygnes, rampait sur l'herbe. Puis il s'est mis à lancer des balles. Il s'émerveillait devant les tricycles, descendait le toboggan avec un air sérieux. Mais moi, dire le coinçage, l'étouffement. Papa va travailler, maman range la maison, berce bébé, et elle prépare un bon repas. Quel silence à l'intérieur, quand le bébé cesse de chanter. Aujourd'hui, je veux dire la vie non prévue, inimaginable à 18 ans. Entre les bouillies, la vaccination au tétracoque, la culotte plastique à savonner, le sirop de la barre sur les gencives. La charge absolue, complète, d'une existence. Annie Ernaux, La femme gelée. J'ai longtemps cherché des travaux en sciences sociales autour de l'expérience de la maternité. J'ai eu du mal à en trouver. Il existe des travaux sur le non-désir d'enfant, sur les maternités homoparentales, les questions de procréation médicalement assistée ou sur les mères porteuses, et tout cela est bien nécessaire. Mais l'expérience ordinaire, hétérosexuelle de la maternité ne semble pas avoir été beaucoup pensée. J'ai compris que cela pouvait s'expliquer par l'histoire du mouvement féministe. Nous sommes encore très imprégnés par la deuxième vague qui, dans les années 70, a fondé son discours sur le refus de la maternité, luttant pour le droit à la contraception et à l'avortement. Un enfant, si je veux, quand je veux, scandait-elle. Mais le comment je veux n'a pas encore été beaucoup interrogé. Les choses commencent à bouger. Et depuis quelques années, de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses s'intéressent aux questions de maternité, comme Anne-Sophie Bozary. Elle est doctorante en sociologie et prépare une thèse sur les pratiques de soutien à la parentalité, en maternité et dans les PMI. Pour elle, la souffrance de certaines jeunes mères est reconnue aujourd'hui. Mais la prise en charge de cette souffrance semble se faire uniquement dans un cadre pathologique autour de la dépression postpartum. On élude complètement la dimension collective de cette expérience, on élude complètement le contexte social de la maternité. L'inégalité de la répartition des tâches, le peu de soutien de la part du conjoint, de l'entourage, c'est des choses qui ne sont pas pensées de manière centrale de la part des professionnels du psychisme. À mon sens, on gagnerait certainement à sortir du seul cadre pathologique, regarder d'abord dans tout ce que doivent faire les femmes, tout ce qu'elles s'imposent. Les représentations et les pratiques autour de la maternité exigent beaucoup aux femmes. Il y a quand même aujourd'hui quelque chose de l'ordre d'une exigence de la performance. Il faudrait réussir sa grossesse, réussir son accouchement, réussir sa maternité. Et ce travail, il est toujours soumis à caution. Voilà, est-ce que les femmes prennent bien en charge, s'occupent bien de leur enfant, garantissent bien leur bien-être ? C'est des exigences qui ne sont pas seulement imposées de l'extérieur, qui ont complètement incorporé les femmes.
Il n'y a pas une problématisation symétrique de la relation mère-enfant et de la relation père-enfant. Les pères sont peu considérés comme des pères, mais sont d'abord considérés comme les conjoints des mères dans les institutions de prise en charge autour de la maternité, notamment au moment de la sortie de la maternité. Il y a beaucoup de services qui organisent des réunions. Les pères, quand ils sont présents à ces réunions, on va les interpeller, on va leur dire « ça va être difficile, monsieur, soyez présents, vous avez un rôle à jouer, il va falloir aider votre conjointe ». On va expliquer aux pères qu'ils ont une place. Mais ça ne reconfigure pas tellement les rôles sexués. L'homme doit adopter la posture de l'aidant, de celui qui protège, et on invite les femmes à laisser une place au père. Alors, il y a tout ce discours-là sur laisser la place au père. C'est encore de la responsabilité des femmes de faire en sorte que leurs hommes deviennent les pères de leurs enfants. Donc voilà, donc il faut laisser la place au père, ce qui est assez contradictoire aussi, parce que finalement, il y a cette idée de dire aux femmes que c'est normal, qu'à un moment donné, elles ont besoin d'entrer dans une fusion avec leur enfant, que c'est normal qu'elles n'aient pas de désir pour leur conjoint, par exemple, que c'est normal de ne pas avoir repris une activité sexuelle. Mais au bout d'un certain temps, on estime qu'il serait quand même temps que l'enfant regagne sa chambre et que le couple redevienne non plus un couple parental, mais un couple conjugal. On reste dans un modèle psychanalytique où le père, c'est celui qui vient rompre la fusion entre la mère et l'enfant, qui va regagner le lit conjugal. C'est-à-dire qu'il y a des rôles qui sont établis, il y a des scripts en fait, à suivre sur ce que c'est qu'être de bons parents, ce que c'est qu'être une bonne mère, ce que c'est qu'être un bon père. C'est accepter finalement de se dédier entièrement, exclusivement à son jeune enfant qui vient de naître quand on est une mère. C'est faire en sorte quand on est un père de savoir reprendre sa place. Et finalement, toutes ces normes peuvent être plus ou moins vécues par les individus qui y sont soumis, quoi. L'expérience de la maternité est multiple. Certaines femmes se retrouvent, d'autres s'y perdent. Les unes rêvent de reprendre le travail salarié, les autres préfèrent rester auprès de leurs enfants plutôt que de retrouver un poste précaire et aliénant. Dans les prochains épisodes d'un podcast à soi, nous aurons l'occasion d'entendre ces paroles diverses, comme celles de femmes noires qui expérimentent aussi les attentes racistes vis-à-vis de leurs pratiques. Elles auraient nécessairement envie d'allaiter, elles seraient plus endurantes à l'accouchement. Mais au-delà de l'expérience intime, beaucoup de femmes disent à quel point les semaines seules après l'arrivée d'un nouveau-né déterminent la place attribuée aux femmes et aux hommes dans la société et au sein de la famille, comme le raconte Amandine. Ce qui s'est mis en place dans les mois où il n'était pas là, c'est que c'est moi qui suis devenue l'experte du bébé. Sous prétexte que je suis la maman, mais en fait, surtout parce que j'étais seule avec mon enfant. Plus ça allait, plus j'avais l'impression que c'était moi qui savais faire, qui savais le calmer le soir. C'est moi qui prenais confiance dans mes capacités de mère, c'est moi qui apprenais à supporter ses pleurs. Les réflexes, les habitudes étaient prises. Donc après les 3 mois de travail professionnel intense, il a à nouveau eu une période un peu plus calme et ça tombait justement avec le début de la diversification alimentaire. Et donc je me suis rendu compte que lui n'avait aucune réflexion là-dessus. Moi j'ai commencé à lui dire Romane va commencer à manger des petites purées de carottes, des compotes de pommes. Ah bon, c'était pas du tout son domaine, ça avait l'air d'être un sujet complètement hors de propos pour lui. J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait qu'il lui fasse à manger. Que il était là pour son fils, il s'y est toujours intéressé, c'est un papa aimant, attentionné, et qui, avec l'éducation qu'il a, n'a pas vu, n'a pas su voir, n'a pas voulu voir, et donc me laisser gérer ce qui est contraignant et répétitif. C'est-à-dire que c'était plus moi qui changeais les couches, et il y en a 8 à changer avec un nouveau-né, qui anticipait par rapport aux vêtements, au changement de taille de vêtements, au tri des vêtements, à quel moment se débarrasser de tel ou tel jeu, prendre les photos, mettre sur le bon coin, faire les cartons de vêtements. Quand on est sans arrêt avec son enfant à la maison... il faut se nourrir, il faut nourrir l'enfant, donc on fait plus les repas qu'avant, les habitudes se prennent des 2 côtés, on fait plus le ménage qu'avant, les habitudes se prennent aussi, on fait aussi plus les lessives,
on accomplit un boulot permanent de femme de ménage, cuisinière, auxiliaire de puériculture. En fait, il faudrait cumuler tous ces salaires et que toutes les femmes le touchent. Depuis le début du mariage, j'ai l'impression de courir après une égalité qui m'échappe tout le temps. Reste la scène, la bonne scène, qui mime tout. La révolte, le divorce, remplace réflexion et discussion. La dévastation d'une heure, mon soleil rouge dans ma vie décolorée. Sentir monter la chaleur, le tremblement de rage, lâcher la première phrase insolite qui démolira l'harmonie. J'en ai marre d'être la bonne. Dire dans le désordre et cette grossièreté qui lui répugne que cette vie est conne. Plutôt crever que de ressembler à sa mère. Mais il viendra le temps où je me l'interdirai, la scène, à cause du petit. Tu n'as pas honte devant lui, la dignité, la soumission, ça veut dire. Un père ferme et une mère qui ne pipe pas mot. Très bon pour la tranquillité des enfants. La notion de travail gratuit et invisible des femmes a été théorisée par les féministes dans les années 70, notamment par la sociologue Christine Delphi. Aujourd'hui, la perception du travail domestique comme vrai travail n'est plus remise en cause dans la société. Mais l'inégale répartition de ce travail est toujours aussi forte. Les solutions n'ont pas encore été trouvées. Je me suis donc dit qu'il était intéressant de réentendre l'analyse de Christine Delphi sur cette question. C'est assez simple à vous expliquer. Les femmes donc, qui font le travail ménager, souvent qui en font 100%, parce que les enquêteurs de l'INSEE s'arrangent pour mettre l'entretien de la voiture, le jardinage dans le travail ménager. Mais le travail vraiment de tous les jours que les femmes doivent faire, c'est la cuisine, la vaisselle, les courses et les soins aux enfants. On dit que maintenant les hommes y participent, mais on sait qu'ils y participent très peu. Ils jouent avec leurs enfants ou ils les emmènent se promener, mais c'est pas eux qui changent les couches, etc., etc. Et d'ailleurs, on voit bien que ce sont la plupart du temps des femmes qui accompagnent leurs enfants à l'école, les ramènent de l'école, les ramènent si c'est nécessaire pour une activité périscolaire, etc. Et j'ai tout simplement dit que c'était une exploitation parce que c'est du travail gratuit. C'est du travail gratuit. Alors ensuite, j'ai raffiné le truc. J'ai dit, le travail gratuit, c'est pas tout le travail ménager, parce que du travail ménager qu'on fait pour soi, si on se fait cuire un œuf à la coque, on en profite parce qu'on a un œuf cuit à la coque. Mais le travail ménager, c'est la part qui est faite pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence le mari ou le concubin. Et puis, j'ai inclus le travail ménager dans un ensemble plus vaste que j'ai appelé le travail domestique. Et ça, c'est toute l'aide que rendent les femmes à leur mari dans leur profession. Et c'est surtout les indépendants. Là, les femmes, entre guillemets, aident leur mari. En fait, elles font une part de ce travail et sans être rémunérées. Elles prennent les rendez-vous, elles appellent les fournisseurs, elles rédigent les factures, c'est elles qui font les impôts, enfin, etc., etc. Et quand ils sont agriculteurs, eh ben, elles traient les vaches, que ça soit à la machine ou autrement. Elles font ce travail parce qu'elles sont leurs femmes. Et les femmes sont là pour aider. C'est une espèce d'esclavage, mais d'esclavage avec de l'amour et beaucoup de rancune aussi. Et on a beaucoup, cette année justement, on a beaucoup parlé aussi de la charge mentale. Alors ça, vous l'aviez intégré aussi dans ce concept de travail ménager ? Pas explicitement, parce que, en fait, c'est Monique Eco qui, dans les années 70, parlait de cette charge mentale. Et c'est quelque chose que les hommes ne font pas. Hein. Si une femme laisse son mari seul, il saura faire la cuisine peut-être pour ses enfants ou nettoyer, mais il ne saura pas regarder combien il reste de rouleaux de papier toilette. C'est-à-dire prévoir les courses qu'il faudra faire. Et prévoir que d'ici 15 jours, il faut emmener tel enfant chez le dentiste. D'ici 3 semaines, il faut emmener tel enfant
ailleurs, etc., etc. Si vous voulez, tant qu'il n'y a pas un mouvement vraiment populaire des femmes, comme on le voit maintenant avec l'affaire Weinstein, qui a vraiment libéré la parole, c'est un phénomène qui reste caché, et complètement caché. Donc je crois que c'est la même chose. Je veux dire, un jour ou l'autre, les femmes vont se rebeller contre ça. Mais ça prend des années parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et une prise de conscience et une envie de se rebeller. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit ou à ce qu'on croit, c'est pas Simone Veil qui a inventé la liberté d'avorter. C'est une lutte très longue qui a été menée par le MLF, par le MLAC, avec des prises de risques énormes, comme par exemple quand elle et il faisaient des avortements publics, mettaient la justice au défi de les arrêter. Donc, pour tout, il faut un mouvement. Mais d'une façon ou d'une autre, pour changer le système, si vous voulez, il faudrait que les hommes payent de plus d'une façon. Par exemple, qu'ils fassent vraiment la moitié du travail ménager et qu'ils cessent d'utiliser l'aide de leur femme et qu'ils la salarient, si vraiment ils ont envie d'avoir une salariée. C'est une dette, voilà. Je pense que les hommes nous doivent de l'argent, collectivement. Déjà, il y a quelque chose qui se fait dans les pays nordiques et qu'on ne peut même pas rêver d'avoir ici, c'est que par exemple le congé parental soit le même pour les hommes que pour les femmes et qu'il soit obligatoire. Ce serait déjà un pas. Mais vous voyez, même un petit pas, on ne peut pas le faire. Parce qu'on continue à considérer que peut-être les femmes sont opprimées par les harceleurs, par les violeurs, par ceci, par cela, par les différences de salaire. Mais on ne considère pas que le mariage ou le concubinage, qu'il y a une exploitation aussi. Donc, pour l'instant, on en est là. On en est là, on n'en est pas plus loin. Parler de la montagne. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? Tu veux goûter quoi? Les lardons là? Non, c'est pas très bon comme ça. Faut que ce soit cuit un peu. En attendant un mouvement d'ampleur, Amandine a décidé d'agir dans son quotidien. Elle a mené le combat autour du panier de linge sale. Elle a insisté auprès de son conjoint pour que les choses changent. Elle a manœuvré, négocié, au risque de perdre son couple. On n'arrivait plus à communiquer. On s'agaçait très très vite. On parlait que de logistique, de couches à acheter, de sérum fille, de est-ce que tu peux mettre ça à tel endroit au lieu de tel autre. On n'avait plus de moments à nous, on n'avait plus de moments de détente de couple. Et petit à petit, on s'est de plus en plus éloigné, à tel point que on a demandé de l'aide à une conseillère conjugale et familiale qui nous a permis de renouer le dialogue. On va avoir un autre au sol, là. Un autre quoi? Ici, dans l'évier. Bon, on n'a pas d'autre. On n'a que deux? Ouais. Après avoir frôlé la rupture, Amandine et son conjoint Anthony ont retrouvé un quotidien serein. Tu peux sortir le jus de fruits, s'il te plaît? Quoi? Il y a du jus de fruits dans la porte du frigo. Comment tu le sors? Aujourd'hui, Amandine, comme Anthony, me disent être satisfaits de la répartition du travail domestique et parental. C'est vrai que moi, au départ, j'avais des habitudes, je faisais la vaisselle, le ménage, et pas la bouffe. Je me disais, bon, ça suffit, j'ai déjà fait ça. Je fais tous les jours la vaisselle. Donc voilà, j'avais l'impression que les tâches étaient bien partagées. Elle n'en avait pas la sensation. Donc j'ai fait des efforts. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais essayer de faire plus à manger. J'ai horreur de faire des courses. j'ai pris sur moi aussi pour faire des courses. Enfin, j'ai réalisé le fait qu'il y a des tâches que je ne voyais pas, qui sont éclairées d'un coup. C'est tout con, mais acheter des vêtements, des couches, des cotons, penser aux vaccins, amener le carnet de santé quand on va chez le médecin. J'ai compris aussi que le partage des tâches, c'est pas aider, c'est faire chacun des tâches. C'est pas elle qui est la régente de la maison. On est tous les deux à vivre là. Je suis pas là pour l'aider, je suis là pour qu'on vive ensemble et qu'on partage notre quotidien. Donc, et aujourd'hui, je suis pas mécontent parce que de l'avoir fait, parce qu'au final, je me dis que c'est toujours bien d'apprendre des choses, de faire des choses nouvelles. Ce qui était un effort avant. Ce qui se transformait des fois en rancœur, dire bon bah, ça va, moi j'ai fait ça, pourquoi on fait ça. On était beaucoup sur le calcul. Aujourd'hui on l'est beaucoup moins, et c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide quoi. Donc.
mais je vois pas ce qu'on y gagne, quoi. Vous me posez la question, est-ce que moi j'y gagne quelque chose? Non, rien. On perd tout. On perd tout. On perd tout, mais... alors pourquoi vous le faites? Par amour, en fait, et puis par honnêteté, quoi. Moi, j'ai quand même un boulot qui est assez chronophage. Je suis obligé toujours de me renseigner sur les nouveautés, toujours essayer de m'améliorer, tout ça. Donc ça me prend beaucoup de temps. Même je m'occupe là, d'un bar à côté où j'essaie de mettre des concerts en place, des discussions en place, des soirées documentaires, ping-pong, jeux et compagnie. Ça me prend du temps aussi, donc il faut que je trouve entre le couple, l'enfant, le boulot, et je trouve aussi pour cette petite case-là. Le temps est plus réduit, on regrette même des fois d'avoir un enfant, quoi. On se dit, wow, j'étais plus tranquille avant, mais bon, après on se dit, oh non, c'est quand même cool, c'est quand même une super expérience. Après, peut-être que les choses qu'on gagne quand même, c'est le fait d'être obligé de passer plus de temps avec l'enfant. En fait, de l'enfant. Alors ce qu'on y gagne, je pense que c'est ça quand même, d'être plus près de l'enfant. Et au final, on s'y habitue bien. Ça. Après, être obligé d'acheter des couches ou machin, ça n'a pas grand intérêt dans la vie. Les hommes ne partageront pas équitablement les tâches parentales tant qu'on ne leur enseignera pas, si possible dès l'enfance, que la paternité a le même sens et la même importance que la maternité. Aussi longtemps que les femmes, tout comme la société en général, verront la relation mère-enfant comme quelque chose d'unique et de spécial, en raison du fait que la femme porte l'enfant dans son corps et qu'elle lui donne naissance, ou qu'elles assimileront cette expérience biologique à l'établissement d'un lien plus fort entre les femmes et les enfants qu'entre les pères et les enfants, alors les soins et l'éducation des enfants continueront d'être principalement pris en charge par les femmes. Qu'elle soit pénible ou joyeuse, l'expérience biologique de la grossesse et de l'accouchement ne devrait pas être assimilée à l'idée que la parentalité des femmes est forcément supérieure à celle des hommes. De la marge au centre, Bell Hooks. On va où là? Enfin, il y a du boulot. Ouais, et puis un peu d'empathie dans cette type de réflexion. Tu veux un petit peu de cidre? Qui est-ce qui veut un petit peu de cidre? Moi j'ai de la bière. Tu me dis stop, hein? Ça fait pas. Pour faire bouger les inégalités et les normes en termes de maternité et de paternité, Amandine et quelques autres femmes viennent de monter un collectif. Emmanuel? Ouais, Emmanuel, elle m'a dit qu'elle venait avec une autre personne. D'accord. Et Alice? Elles se réunissent depuis quelques semaines pour réfléchir à la publication d'une tribune. Dans le petit groupe, ce jour-là, Emma, l'auteure de la bande dessinée Fallait demander, qui aborde la question de la charge mentale, insiste sur la nécessité d'un congé paternité, pour que chaque parent trouve sa place, et pour agir sur la discrimination qui pèse sur les mères qui travaillent. Moi, il y a une espèce de mouvance que j'entends beaucoup ces derniers temps, c'est que il faut laisser le droit au père de profiter des premières semaines de l'enfant. Le père a un droit, voilà, c'est vachement décrit en termes de plaisir du père. Et en vrai, c'est pas ça. Je pense qu'il faut dire parce que les premières semaines, c'est une phase difficile. Donc oui, il faut être le plus nombreux possible pour la gérer, mais c'est surtout un devoir. Et je pense qu'il faut trouver le moyen de faire un glissement sémantique du plaisir du père, du droit du père à être là, vers le devoir du père à être là, et de façon plus pragmatique, avec le temps de travail qui est de 35 heures et qui est un temps de travail théorique, parce qu'avec les transports et puis le présentéisme et les heures sup, on fait beaucoup plus. C'est pas possible dans un couple à deux d'avoir une vie de famille sereine, et du coup c'est une bonne raison parmi beaucoup de réfléchir à notre temps de travail. Est-ce que voilà, c'est une réflexion beaucoup plus vaste, mais est-ce que toutes les tâches qu'on effectue au travail, elles sont vraiment nécessaires à l'humanité? Et du coup, y réfléchir à ça, à travailler tous, travailler moins, ça me paraît un petit peu évident. Mais il faut que ça s'accompagne d'un changement de culture sur la valorisation des tâches ménagères, des tâches parentales. Et je pense qu'on peut aussi réfléchir à d'autres solutions d'habitat partagé ou de gestion plus collective des enfants. Est-ce que ça vous dit qu'on passe sur la tribune parce qu'il est 21h? Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je me suis lâchée sur une liste de revendications, mais je sais pas, ça me faisait plaisir, donc voilà, j'y suis allée. Hein. Bon, allez. Par les récits que nous ont fait nos mères et grand-mères d'une époque où la maternité était subie
Par ceux des femmes qui partout dans le monde aujourd'hui encore se voient refuser la maîtrise de leur fécondité, nous mesurons cette chance qui est la nôtre. Nous pouvons choisir le moment où nous décidons d'avoir des enfants. Nous pourrions enfin être traités comme nos concitoyens hommes qui, depuis les premiers temps de la République, n'ont jamais cessé de brandir l'égalité comme un bel idéal, à défaut d'en faire un projet de société concret incluant l'égalité des sexes. Car dans les faits, face à la maternité, notre marge de manœuvre est bien plus réduite que ne veulent bien le laisser croire les belles âmes. C'était un podcast à soi en partenariat avec le mensuel Cosette qui a lancé il y a quelques mois une pétition pour l'allongement du congé paternité signée par 40 personnalités, en majorité des hommes. Nous réclamons donc le respect quand nous sommes enceintes ou parturientes, une prise en charge du nourrisson à égalité entre les femmes et les hommes avec l'allongement de la durée du congé de paternité. Une prise de conscience globale que les rapports de domination des hommes sur les femmes se jouent autant à l'échelle des institutions et des structures professionnelles qu'au sein de l'espace domestique et qu'il faut initier des changements culturels à tous les niveaux. Le mois prochain, nous prolongerons la réflexion autour de ces questions en donnant la parole aux femmes souvent migrantes à qui sont déléguées les tâches domestiques. Nous entendrons les nounous, mais aussi les femmes de ménage et les aides à domicile. Quelles sont leurs conditions de travail? Est-il émancipateur? Quelles sont leurs expériences de la maternité, de l'articulation entre le travail et la famille? Parce que ces réflexions sur l'égalité et la parentalité ne peuvent se faire sans leur voix, qui raconte la division sexuelle et raciale du travail. Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée sur arteradio.com.